De l'école au service public, le communautarisme islamiste s'est infiltré dans toutes les couches de la société française. Un constat inquiétant qui ne trouve pour le moment aucune réponse institutionnelle ou culturelle. Après l'échec des élections européennes, Jean-Luc Mélenchon entend remobiliser la France insoumise, mais le tribun semble de plus en plus contesté en interne. Outre les débats autour de la ligne du parti, c'est bien la personnalité du leader qui semble poser problème. 2 mois après l'incendie de Notre-Dame, l'état du patrimoine religieux parisien suscite des interrogations. Face à cette situation d'urgence, certains acteurs politiques et religieux tentent de trouver des solutions pour sauver les églises. Madame, Monsieur, bonsoir. Alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer les dérives communautaires, un rapport parlementaire dresse un constat implacable sur l'islamisme dans le service public. Thibaut Bastide. Le communautarisme se décline à toutes les sauces. Voilà les conclusions d'une enquête parlementaire menée pendant plusieurs mois. Depuis l'automne 2018, 2 députés, Éric Diard pour les Républicains et Éric Pouliat pour La République En Marche, ont reçu à tour de rôle de nombreux acteurs de terrain et de hauts fonctionnaires avec un constat implacable à la clé. Les services de l'État sont confrontés à la poussée islamiste. Une dérive communautaire qui s'est d'ailleurs illustrée à de nombreuses reprises, notamment à la RATP, les transports parisiens, où certains chauffeurs de bus ont refusé d'ouvrir les portes à des femmes parce qu'elles portaient des jupes jugées trop courtes. Si les exemples sont légion dans tous les services publics, le communautarisme s'exprime particulièrement dans les salles de classe dès le plus jeune âge. De nombreux parents se disent d'ailleurs inquiets des réactions de leurs enfants après leur passage en classe. Interdits religieux imposés à la maison, burqa rapportée d'Arabie Saoudite, offerte par une camarade. Et quand ce ne sont pas les enfants, c'est le personnel encadrant qui est pointé du doigt. En effet, dans certaines écoles où les filles sont séparées des garçons, les professeurs interdisent aux petites filles de se rendre aux toilettes quand des garçons y sont. Des petites graines communautaristes semées dès le plus jeune âge qui trouvent des répercussions par la suite dans la sphère publique. Devenue une quasi-banalité au fil des années, l'empreinte islamiste se fait ressentir au quotidien. À l'image des chauffeurs de bus qui refusent l'accès aux transports en commun à certaines femmes, d'autres n'hésitent pas à s'en prendre physiquement à la jante féminine si cette dernière a l'audace de porter une jupe ou tout simplement de boire de l'alcool en terrasse. Si ces actions ont de quoi choquer, le communautarisme est tellement présent qu'il en devient presque une normalité. Face à cela, une prise de conscience commence à émerger et certaines voix tentent de s'élever plus ou moins adroitement. Alors que le rapport parlementaire devrait faire couler pas mal d'encre, le débat devrait se déplacer une nouvelle fois sur la dénonciation du communautarisme musulman plutôt que sur sa cause, à savoir l'immigration. Quant aux féministes, elles ont lancé une initiative sur Twitter sous le nom de « Je kiffe mon décolleté ». Le principe, prendre en photo leur décolleté pour protester contre les regards et les commentaires déplacés sur leur tenue. Si l'initiative a trouvé un certain écho dans le microcosme des réseaux sociaux, 16 000 posts en 3 jours, il n'en demeure pas moins qu'elle ne contribue pas à élever le débat. Doux parfum de crise à la France insoumise, la formation de Jean-Luc Mélenchon peine à se remettre de son échec aux élections européennes. Le leader charismatique tente de reprendre la main, mais paraît de plus en plus contesté par des cadres du parti. Mon rôle est consubstantiel au mouvement. Jean-Luc Mélenchon est bel et bien le chef de la France insoumise, comme il l'a rappelé lors d'une réunion au Bois de Vincennes devant 240 cadres et militants dimanche. Une manière de rappeler à l'ordre ces ouailles qui se sont montrées un peu trop critiques après l'échec des élections européennes. Pour ce scrutin, le parti avait chuté à 6,3%, 2 ans après avoir réussi un score de près de 20 points à l'élection présidentielle. Parmi ces mécontents, on retrouve en première ligne Clémentine Autain, qui dénonçait, une semaine seulement après la déroute européenne, la culture du clash de Jean-Luc Mélenchon. Je dirais que la logique de clash, c'est de penser qu'avec le bruit et la fureur, on va parler davantage au monde populaire. Et c'est aussi s'appuyer sur le ressentiment davantage que sur l'espérance. Une culture de la gouaille qui a cependant fait le succès du leader insoumis, mais qui rend son parti très dépendant de sa figure charismatique. Porte-étendard de la contestation interne, Clémentine Autain a même demandé clairement un changement de cap pour la formation insoumise. Ce que je demande, c'est pas le retrait de Jean-Luc Mélenchon, c'est de bien mesurer la ligne et de changer d'orientation politique. De quoi sérieusement agacer Jean-Luc Mélenchon, qui s'en est pris dimanche à ce qu'il nomme la gauche mondaine,
comprendre, le député de Marseille n'entend pas céder devant le chantage d'une partie de ses cadres qui voudrait jouer la carte d'une sorte d'union de la gauche pour récupérer les débris du Parti socialiste et accentuer plus sur le sociétal que sur le social. La fracture idéologique entre un clan supposé souverainiste et un autre supposé indigéniste se retrouve également dans l'opposition entre Jean-Luc Mélenchon, qui entend mener le parti d'une main de fer avec un discours virulent, que d'aucuns qualifieraient de populiste, et des cadres qui réclament plus de démocratie interne. Cependant, une telle issue ne devrait pas donner de fruits électoralement, la tendance politique étant aujourd'hui plus à la personnalisation et au populisme qu'à des directions collégiales hors sol. Et ça, Jean-Luc Mélenchon le sait. Dans son camp, on affirme d'ailleurs que le fonctionnement interne au parti va mieux et on détaille un ensemble de structures internes favorisant le dialogue. Le jeune député Adrien Quatennens, réputé travailleur et fidèle au chef, a par ailleurs été nommé coordinateur de la France Insoumise, devenant en quelque sorte le numéro 2 du mouvement. Une manière de faire de l'ouverture tout en restant dans un cercle très proche. Les défections passées et à venir du mouvement ne devraient pas entamer la détermination d'un Jean-Luc Mélenchon qui pense avant tout au scrutin de 2022. Une stratégie de personnification qui convient parfaitement pour une élection présidentielle, mais qui ne devrait pas être très efficace pour les élections locales à venir. Ayant décidément réponse à tout, le patron insoumis estime pour cela que les élections municipales, départementales et régionales ont du sens en tant que préparation à l'auto-organisation populaire qu'il souhaite dans tout le pays jusqu'à l'élection présidentielle. Idéologiquement séduisant, mais pas très réaliste. L'heure est à la souffrance pour les églises parisiennes. Après l'incendie de Notre-Dame, la prise de conscience est violente. Le patrimoine religieux français tombe en ruine. Le groupe Les Républicains et Indépendants de la ville de Paris doit déposer une proposition de délibération au Conseil de la capitale. Claire Dédier. Comment sauver les 75 églises de Paris menacées de délabrement? L'état des édifices religieux catholiques au cœur même de la capitale du premier pôle touristique mondial est alarmant. Chutes de pierres, murs qui s'écroulent, peintures abîmées, sculptures qui s'effritent, la liste est longue et inquiétante. À l'origine de cette situation dramatique, un manque symptomatique de mobilisation et de moyens. Pour Pierre Vivarès, curé de la paroisse Saint-Paul-Saint-Louis-du-Marais, le mal est historique. La séparation de l'église de l'État a eu lieu en 1905 et aucune mesure n'a été prise avant les années 70. Et même alors, on n'a pas su débloquer les fonds nécessaires. Avec Anne Hidalgo, seulement 10 millions d'euros auraient été consacrés en moyenne par an au patrimoine religieux. Des chiffres qui laissent songeurs. La municipalité parisienne se défend pourtant âprement. Selon elle, 23 restaurations d'envergure auraient été entreprises ces dernières années, ainsi que chaque mois des dizaines d'opérations d'entretien courant. Au total, 80 millions d'euros auraient bien été mobilisés sur la période 2015-2020. La mairie revendique ainsi un travail extrêmement rigoureux. Mais les experts ne semblent pas tout à fait d'accord. Le président de l'Observatoire du patrimoine religieux, Édouard Delamaze, explique que des enveloppes ne suffisent pas et qu'un diagnostic précis est nécessaire. En effet, certains travaux s'apparentent davantage à un camouflage sparadrap qu'à un travail de fond. Ainsi, on privilégierait des chantiers de rénovation extérieure à but visuel pour les touristes, alors que les vrais problèmes sont plus profonds. Face au manque de soutien des autorités publiques, des initiatives privées ont été lancées. À Saint-Germain-des-Prés, par exemple, les touristes avaient la possibilité d'acheter une étoile de la voûte en cours de restauration. C'est un grand succès pour ce financement participatif. Mais il ne suffit pas pour le moment à sauver de l'agonie tous les petits bijoux d'architecture chrétienne. Côté politique, le groupe Les Républicains et Indépendants à l'Assemblée nationale s'est saisi du problème. Cette semaine, la droite parlementaire a donc proposé un plan de sauvetage des églises parisiennes. D'après eux, 11 petites Notre-Dame en souffrance seraient particulièrement menacées. Parmi elles, Saint-Germain-l'Auxerrois, Notre-Dame de Lorette, l'église Saint-Augustin ou encore l'église de la Madeleine. Le groupe parlementaire remet en question la politique de conservation du patrimoine religieux de la ville de Paris, dont le plan église, financé à hauteur de 80 millions sur la période 2015-2020, est taxé d'inefficacité. Ces députés estiment qu'en réalité, la ville a consacré aux églises moins de 30 millions d'euros sur ses fonds propres. Face à ces problèmes, ils réclament non seulement une enveloppe de 200 millions d'euros pour restaurer ces 11 églises en état d'urgence absolue, mais ils soutiennent également l'affectation des 50 millions d'euros issus des dons pour la restauration de Notre-Dame aux autres sanctuaires de la capitale. Ils promeuvent enfin un plan de mobilisation des écoles d'art appliquées et d'ingénieurs afin de former des artisans capables de prendre en main de tels chantiers. Et passons à présent à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide.
Comme prévu, la fête de la musique a donné lieu à son lot de violences. Si la majorité des médias nationaux a préféré ne pas évoquer les incidents, la presse locale regorge de faits divers pour la nuit de vendredi à samedi. Que ce soit à La Rochelle où un homme a été poussé d'un pont et gravement blessé, à Nice où une femme a été retrouvée par la police dénudée et gisant dans une mare de sang, ou encore à Paris où de nombreux échauffourées ont eu lieu. Et alors que de sinistres faits divers se sont déroulés sur tout le territoire, au palais de l'Élysée, le président et sa dame ont bien profité avec la présence de l'artiste Iris Gold. C'était 100% féminin, 100% la nouvelle scène. Et donc je voulais vraiment les remercier. Incendie meurtrier dans le 11e arrondissement de Paris. Dans la nuit de vendredi à samedi, 3 personnes ont été tuées et une autre grièvement blessée dans un incendie qui s'est déclenché rue de Nemours. Les flammes ont ravagé un premier immeuble avant de se propager à 2 autres bâtiments. Il aura fallu 200 pompiers, une cinquantaine d'engins et plus de 6 heures de combat pour venir à bout des flammes. Autre incendie, mais cette fois-ci sans gravité à Marseille. Ce lundi, un feu s'est déclaré sur les voies de la station de métro Désiré-Clary sur la ligne 2. La station a été fermée et le trafic interrompu le temps de l'intervention des marins-pompiers de Marseille. C'est un papier jeté sur les voies qui serait à l'origine du sinistre. Une scène de ménage en pleine campagne. Favori dans la course à la succession de Theresa May, Boris Johnson a vu son image écornée après une violente dispute conjugale. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la police britannique a dû intervenir au domicile de l'ancien ministre après que les voisins ont entendu les cris de la compagne de Boris Johnson. Finalement, plus de peur que de mal, mais l'affaire s'est immiscée dans la campagne électorale. Pour le moment, Boris Johnson s'est refusé à tout commentaire sur le sujet. Malgré la polémique, le champion des pro-Brexit reste le favori pour occuper le poste de Premier ministre. Les 160 000 adhérents du Parti conservateur désigneront leur leader d'ici au 22 juillet. Une affaire privée rendue publique qui arrive au pire des moments pour le candidat au 10 Downing Street. Erdogan perd Istanbul. Après la réorganisation des élections dans l'ancienne Constantinople, le second scrutin a finalement consacré la victoire de l'opposition au pouvoir en place. Comme en mars dernier, le social-démocrate du CHP, Ekrem İmamoğlu, a devancé l'ancien Premier ministre Binali Yıldırım de l'AKP. Ce dernier a d'ailleurs officiellement accepté sa défaite. Le résultat paraît assez net avec 53,86% des votes pour le vainqueur contre 45,23% pour son concurrent. C'est la première fois depuis 25 ans que la ville réputée très occidentale quitte le giron islamo-conservateur. Mohamed Ben Salman, réformateur en carton, alors que l'Arabie Saoudite est un partenaire privilégié de nombreux partenaires occidentaux, toujours enclins à défendre les droits des femmes. Le pays avait fait de l'autorisation donnée à ces dames de conduire une vitrine de sa prétendue modernisation. Mais la réalité est tout autre. En effet, une poignée de femmes seulement a accès à l'automobile et une seule auto-école pour ces dernières existe dans le pays. À cela s'ajoute le possible veto du tuteur de la femme qui peut lui refuser l'exercice de ce droit. Outre ce frein majeur s'ajoute la pression sociale et culturelle. Ainsi, en juillet 2018, une femme a retrouvé sa voiture incendiée quelques jours seulement après la mise en œuvre de la mesure. Ajoutez à cela l'emprisonnement dans des conditions très troubles d'une dizaine de femmes favorables à l'abolition du tutorat. Les États-Unis lancent une cyberattaque contre l'Iran. Si la possibilité d'une intervention militaire contre Téhéran paraît très risquée, Washington usera de tous ses atouts pour mettre à mal le pays. Ainsi, la Maison-Blanche aurait attaqué les systèmes informatiques militaires perses. Ces attaques seraient, selon plusieurs médias états-uniens, prévues de longue date et ne constitueraient pas une simple riposte aux récents incidents dans le détroit d'Ormuz. Samedi, Donald Trump a d'ailleurs annoncé de nouvelles sanctions majeures contre le pays. De son côté, l'Iran a affirmé qu'en cas d'attaque, les intérêts américains dans la région seront pris pour cible.
L'Agence spatiale européenne à la frontière du système solaire. Le 19 juin dernier, l'ESA a annoncé la mise en place d'une nouvelle mission spatiale intitulée Comet Interceptor, soit intercepteur de comètes. L'objectif de cette nouvelle mission, tenter de rejoindre une comète primitive provenant de la lisière du système solaire. Le projet, estimé à 150 millions d'euros, pourrait être opérationnel en 2028. La sonde serait lancée en même temps qu'une mission d'une ampleur plus importante, la mise en orbite du télescope spatial Ariel, censé nous en apprendre plus sur les exoplanètes. Dans un instant, notre Zoom du jour, Edwige Diaz est un des nouveaux visages du Rassemblement national. La vice-présidente du groupe RN en Nouvelle-Aquitaine explique la stratégie du parti de Marine Le Pen pour les municipales à venir. Maintenant, nous aspirons à devenir un parti de gouvernement. Les succès électoraux s'enchaînent, les adhésions augmentent, les citoyens se sentent de plus en plus concernés par la vie politique et ils sont de plus en plus séduits par nos discours parce que nous, contrairement aux autres formations politiques, nous appliquons, quand nous sommes au pouvoir, ce que nous disons quand nous sommes en campagne. C'est pour ça qu'il y a un véritable bouillonnement que l'on sent et je pense vraiment qu'on va être en mesure de pouvoir présenter des listes avec un objectif non plafonné, à savoir dans le plus d'endroits possible. Parce qu'en plus, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vous avez les communes où il faut faire des listes, c'est-à-dire les communes de plus de 1000 habitants, mais aussi il y a les communes où il n'y a pas besoin de faire de liste, où on peut se présenter au nom, c'est le cas pour les communes de moins de 1000 habitants. Alors pourquoi on s'interdirait de demander à un adhérent de se présenter sur sa commune et de siéger dans le conseil municipal? Même si c'est une toute petite commune, nous ne laissons personne sur le bord de la route, et même si nous pouvons avoir un conseiller municipal dans une commune de moins de 1000 habitants, bien écoutez, je pense qu'il faut saisir cette opportunité. Et ce soir, retrouvez Politique Éco. Olivier Pichon reçoit le président de la financière Tiepolo, Éric Doutrebente, pour évoquer l'importance du long terme dans l'investissement, le fantasme de l'or et l'aspect géopolitique de la récession. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Depuis plusieurs mois et même quelques années, on met en garde les gens contre les arnaques aux panneaux solaires et le maire de Saint-Barnabé, qui est un crétin quand même, a cru bon d'en garnir le toit d'un hangar municipal en achetant les services d'une entreprise, ce qui fait qu'il a plombé sa commune, car non seulement ces panneaux sont inefficaces et mal posés, mais il a lourdement endetté la municipalité avec, soi-disant, un contrat avantageux qui faisait qu'EDF rachetait le courant qu'il ne consommait pas. Donc, tout le monde est au courant désormais qu'un tiers des poseurs de ces panneaux solaires sont des escrocs qui ne répondent plus au téléphone au bout d'un mois et demi et qui mettent leur société en faillite au moindre pépin, et qu'un tiers des maires, mais ça on l'ignore davantage, sont assez stupides pour faire voter un crédit de 20 ans pour ces sottises hors de prix. Mais ce dont je voudrais vous parler, c'est d'une personne privée, un type de chez nous à qui j'en parlais moi-même l'autre jour parce que j'ai vu 2 panneaux solaires dans son jardin, un sur le toit de son appentis et l'autre parmi les légumes, et je lui ai demandé si ça marchait, et il m'a dit mais ça marche parfaitement, j'ai 100 watts par panneau, une batterie derrière chacun, des régulateurs de tension, le premier panneau éclaire toute la journée ma cabane à outils qui fait un peu serre en hiver d'ailleurs, et venez voir. Et là, en effet, il me montre un local de 6 mètres carrés éclairé par des LED, et l'autre panneau, me dit-il, alimente 2 fois par jour 1 heure d'arrosage, même quand je ne suis pas là. Ah bon, et comment? Eh ben, me dit-il, j'ai acheté une pompe en 12 volts à membrane qui tire 60 watts 2 heures par jour et 6 litres par heure, qui envoie de l'eau par ce petit tuyau noir que vous voyez là sur les 10 points d'arrosage, et l'eau est prise dans le bassin. Et ça suffit, lui demander, je pourrai arroser vos légumes.
Ben, vous n'avez qu'à aller voir mes légumes. Et en effet, là encore, ces légumes étaient absolument magnifiques. Donc, je résume, quand les orages n'avaient pas assez rempli le bassin, il assurait l'appoint avec une petite pompe à moteur qui provenait de l'eau de la rivière à côté. Et donc au total, à raison d'une grosse pluie par semaine, il arrosait sans rien dépenser et il pouvait bricoler jusqu'à 10 heures le soir dans son petit appentis sans rien dépenser non plus. Mais alors je lui dis, tout ce qu'on raconte là sur les panneaux solaires inefficaces, c'est vrai ou c'est pas vrai? Et il me répond très précisément, ce qui est vrai, c'est que si les gens veulent absolument remplir des papiers et aller demander des autorisations partout en préfecture et à la mairie, s'ils veulent signer des contrats bidons avec l'EDF, la perte de temps et d'argent est considérable, mais là, avec mon système, pas du tout. J'en ai pour 300 € en tout, et je ne dépense plus rien, et je peux laisser la lumière toute la journée, je recharge même mon ordinateur portable et mon téléphone quand il est au jardin, pendant que je travaille. Dans ma petite cabane à outils, je suis comme un roi. Alors là, je lui demande, comme ça, histoire quand même de le faire un peu réagir pour alimenter cette chronique, mais est-ce que tout ça est bien permis? Parce que c'est la grande question aujourd'hui. Alors là, comme prévu, il s'est presque fâché. Il m'a dit, si vous voulez bénéficier de leur crédit d'impôt, là, de leur financement à la noix, il faut être aux normes. Alors c'est ça qui coûte cher. Faire venir un entrepreneur qui vous vole, évidemment. Et en plus, et il ajoute, et je n'ai pas vérifié, mais je crois sur parole, même si vous consommez sans revendre l'électricité, figurez-vous, me dit-il, qu'il faut signer une convention d'autoconsommation si on veut être parfaitement en règle. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est ça, me dit-il, je vais aller leur demander à la préfecture la permission d'être autonome dans mon jardin, mais c'est n'importe quoi, vraiment. Ces salauds vont finir par taxer le débit d'air que nous respirons. Mais désolé, les mecs, leur dit-il à travers moi, mais la lumière est à tout le monde et bientôt, toute ma maison sera équipée de LED en 12 volts et de batterie. C'est mon droit et je vais l'exercer. Je crains, lui dis-je, que si tout le monde fait comme vous, ils ne finissent par doubler le prix des panneaux solaires. Eh bien moi aussi, il me dit, je les crains, alors j'en ai acheté 6 autres en Espagne l'an passé et ils attendent d'être posés dans mon jardin. On verra bien qui aura le dernier mot, conclut-il. Eh bien, je vous le dirai moi-même, à condition que vous vous abonniez entre-temps. Merci. Tout est décidément possible dans le monde frelaté de la pornographie pour tous. La chaîne de télévision américaine Netflix, qui compte tout de même 140 millions d'abonnés dans le monde, vient de lancer une série de 7 épisodes de 15 minutes autour du sadomasochisme. Il s'agit pour la chaîne de créer du lien. Splendide. Créer du lien par le sadomasochisme. L'on touche au sublime. D'ailleurs, les médias applaudissent le sadomasochisme soft qui sert de trame à ces scénettes imaginées par le réalisateur. Ah ça, pour être soft, c'est soft. De quoi qu'elle cause cette série ? D'abord, il faut savoir qu'elle est décomplexée. Ça, c'est très important. C'est le réalisateur qui le dit. Il faut donc le croire. Donc, après une décomplexitude totale, nous pouvons nous repaître de l'héroïne, Tiff, étudiante en psychologie, le jour, et revêtant sa panoplie de cuir noir, la nuit. Et c'est bien là la perversion. Oui, la perversion soft qui est au rendez-vous. C'est très soft en effet. La série ne nous épargne rien dans l'horreur. Excréments, insultes, mutilations. Quelle fraîcheur, quelle hauteur. Au train où vont les choses, je vais tomber amoureux de la délicieuse Tiff, l'héroïne sadomaso. Chers amis, le véritable intérêt de la série n'est pas là, vous n'avez pas compris. Non, mais non, surtout pas. En fait, il s'agit surtout, en toile de fond, d'une belle histoire d'amitié entre une femme libérée et un gay sympathique. Une féministe qui fricote avec un LGBT friendly.
Je rentre en pamoison, cela me fait des igousis partout. Vous hésitez à regarder cette fabuleuse série ? Eh ben non, le site L'Étudiant vous donne l'argument choc pour que vous vous précipitiez pour la voir. Je cite. On pourrait être gêné devant certaines scènes, mais on ne l'est pas, car elles arrivent à nous toucher en s'attachant à montrer la fragilité de ces personnes et de ces fantasmes. Ah, ce site L'Étudiant. Comme toujours, lorsqu'il est question de vendre du porno en dehors des circuits officiellement dédiés à ce type de spectacle, on nous parle de la délicatesse des sentiments, des qualités artistiques de l'œuvre, de son humour, de sa sensibilité. Par ces expressions galvaudées qui ne veulent strictement rien dire, l'on fait passer ces productions infâmes de la case immondice à jeter à la poubelle à la case œuvre artistique magnifique. Résumons-nous, 140 millions de personnes, pensant être abonnées à une chaîne normale, vont pouvoir se repaître de scènes sadomasochistes. Décidément, le 21e siècle s'annonce ignoblement pornographique. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.